Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. J'essaie de me concentrer sur le Nguyen. J'ai bien prononcé, tout va bien. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. On s'intéresse aujourd'hui au bégaiement, avec notamment un concours pas comme les autres, éloquence de la différence. Et vous allez voir que la magie opère souvent, très souvent, parfois même, vous le verrez, c'est assez impressionnant. Comment ne pas perdre confiance, comment affronter le regard des autres, à quoi ressemble la vie d'une personne qui bégaye, quelle est leur scolarité et en filigrane l'avenir sur le plan perso et surtout professionnel, élément de réponse avec quelques exemples à la clé. Puis Alix, tu nous sors ta loupe et tu nous parles de Mathis. Il utilise TikTok pour sensibiliser au bégaiement. TikTok, dans 10 minutes, dans l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Christine Tournier. Bonjour Christine, via Skype. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps ô combien précieux. Vous êtes orthophoniste, formatrice et membre de l'association Parole Bégaiement. Depuis combien de temps et qu'est-ce que cette association, s'il vous plaît ? Donc l'association Parole Bégaiement, c'est une association qui regroupe à parité des personnes concernées par le bégaiement. Soit des personnes qui bégayent, soit leur famille, et des thérapeutes, donc des orthophonistes et toutes sortes de thérapeutes intéressés par le bégaiement. Et donc moi, j'ai intégré l'association en 2005, et là, depuis 10 ans maintenant, je suis déléguée pour la Charente. Et on en parle en détail dans un instant. Je vous présente Mouna Bizri. Bonjour Mouna. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes... c'est une personne bègue, vous êtes le président du concours Éloquence de la différence. Qu'est-ce que ce concours ? L'extrait sans plus tarder avec le lauréat 2020. Se battre tous les jours, pendant des années. Se battre. Se battre contre le silence contraint auquel je suis réduit par les muscles de ma parole. Ou plutôt, devrais-je dire, par les muscles de mon silence. Retour à l'école. Je suis dans une salle de classe, assis, en train de lire un texte. Voilà pour l'extrait effectivement de ce lauréat 2023. Mouna, si vous deviez choisir un qualificatif pour nous décrire effectivement ce très beau concours, vous diriez quoi ? Puissant, surprenant, encourageant ? Je dirais que le but, c'est de permettre à tout le monde de s'accepter, de s'épanouir. Et c'est vraiment ça, les mots. Et aussi, maintenant, c'est plus qu'un concours. On a maintenant une quinzaine de programmes et dans toute la France, sur le bégaiement, on est dans 6 villes. Et j'espère que d'ici 2025, on sera dans au moins 9 villes. Et on a commencé ces mois en 2022, donc ça grossit assez vite, notamment grâce au soutien de l'APB que je remercie chaudement. Et maintenant aussi, on s'est ouvert à d'autres différences, mais le mot d'ordre, c'est vraiment l'acceptation de cette différence. Christine Tournier, vous accompagnez justement, vous soutenez cette très belle initiative, ce très beau concours. Mouna vient de le préciser. Quel impact a ce concours, cette compétition sur ces personnes bègues ? Alors, le principal impact que moi j'ai entendu, c'est les personnes déjà, l'effet de se retrouver regroupés en fait et vivre quelque chose de vraiment très intense, et puis oser se montrer tel qu'on est devant un public, mais surtout en fait ce que ça leur apporte, c'est beaucoup de choses sur la communication en général. On en reparlera peut-être plus tard, mais vraiment c'est au-delà du bégaiement, comment je communique mon message. Et c'est vrai que la plupart des participants ressortent assez fiers, pas tant d'avoir réussi à monter sur une scène, parce qu'au quotidien, il faut toujours aller à la boulangerie et commander une baguette, mais surtout d'avoir découvert et exploré la communication dans son ensemble.
Alix. Christine, qu'est-ce qui personnellement a motivé votre engagement pour la cause ? Alors, mon engagement dans l'association Parole Bégaiement, déjà, je le dois à Hélène Vidal-Giraud et Marie Chabert, qui sont des orthophonistes qui m'ont formée au départ sur le bégaiement. J'étais toute jeune orthophoniste et c'est une des formations qui m'a le plus donné envie de m'y mettre. Et on dit un peu qu'on plonge dans la marmite du bégaiement. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui m'a passionnée dès le début. Et du coup, j'ai la chance d'avoir partagé un bout de chemin avec pas mal de personnes qui bégayent et m'ont beaucoup appris. Et puis, du coup, j'ai aussi découvert le bredouillement. On pourra en parler par rapport aux collégiens notamment. Je pourrais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Mais voilà, c'est principalement un chemin professionnel et personnel vers une communication de qualité. Vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui ? On est près de 300. Près de 300, avec quelle mission ? Quelle mission s'est donnée l'association ? La mission que s'est donnée l'association est double ou triple. C'est de créer des programmes où l'objectif principal, c'est de pouvoir se sentir mieux comme on est. Donc accepter sa différence et ne pas chercher à la normaliser. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on voit que dans le suivi orthophonique actuel, on travaille aussi beaucoup plus désormais sur cette notion d'acceptation. Ensuite, il y a le fait de créer une communauté dans laquelle tout le monde se sent bien, et dans lequel on est certes des personnes qui bégayent, mais aussi des orthophonistes, des étudiants en orthophonie, des alliés à la cause qui n'ont pas forcément de handicap. Et le troisième objectif, c'est vraiment de visibiliser le bégaiement et le handicap en général de manière positive. Donc notre dernier grand événement a lieu au Grand Rex, et on en a rassemblé plus de 2500 personnes. Donc on est devenu le plus grand événement jamais organisé autour du bégaiement dans l'histoire du bégaiement. Et on est aussi devenu le plus grand événement européen autour du handicap. Justement, vous avez ce sentiment d'avoir créé une certaine émulation. Que vous ont dit tous ces participants ? Je parlais de l'impact que ça avait pour eux, mais j'imagine que ça a été toute une aventure. Ouais, c'est vrai que déjà pour l'ensemble de nos participants, c'est un vrai travail personnel, rien que de se dire je vais participer à ce programme. Parce que c'est aussi assumer son bégaiement, mais c'est aussi faire face. Et c'est jamais facile. Mais après, ils en ressortent pour la grande majorité, ils en ressortent changés, et juste avoir un espace où on arrive à faire ce qui nous paraissait impossible de faire de par notre différence, ça libère, et ça libère sur le long terme, et c'est un impact qu'on mesure. Plus de 90% de nos bénéficiaires sentent plus d'épanouissement dans leur vie personnelle et par rapport à leur handicap sur le long terme. Mouna, vous parlez d'acceptation. Est-ce qu'il existe un processus d'acceptation, des étapes à franchir ? Ça, ce serait plutôt la réponse d'une orthophoniste. Mais moi, je vais vous partager mon expérience personnelle et aussi le retour que j'ai eu de près de 1000 personnes avec qui j'ai échangé. Il n'y a pas forcément de processus clair, et n'hésite pas à me reprendre, Christine. Je dirais que c'est propre à chacun, parce que chacun a son vécu, chacun aussi a son vécu qui va permettre d'accepter plus ou moins bien sa différence. Je dirais que le plus important, c'est d'accepter le fait qu'on ne peut pas être parfait, d'accepter le fait qu'on ne peut pas non plus se normaliser, et du coup accepter ces imperfections, et ne pas se limiter
avec notre différence. C'est-à-dire ne peut pas se dire je ne peux pas faire tel ou tel métier parce que j'ai tel ou tel handicap. Mais vraiment oser se lancer. Christine Tournier, est-ce qu'on sait pourquoi apparaît le bégaiement et il y a combien de types de bégaiement ou combien de niveaux, si je puis dire? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition unique du bégaiement. C'est quelque chose que beaucoup de chercheurs essayent de comprendre encore maintenant, et c'est très riche et très intéressant de se pencher sur la question. Ce qu'on sait maintenant, c'est que quand même, c'est un cerveau qui se développe d'une façon particulière, et l'état naturel du cerveau des personnes qui bégayent, c'est de produire des répétitions de syllabes avec plus ou moins de tension. Donc, on sait qu'il y a un facteur génétique, c'est-à-dire un enfant qui bégaye a plus souvent qu'un enfant qui ne bégaye pas des personnes de la famille qui bégayent aussi. Ou chez les jumeaux aussi, quand un jumeau bégaye, statistiquement, il y a plus de paires de jumeaux qui bégayent. Donc ça, il y a une part génétique. Le fait d'être un garçon aussi est un risque plus important de présenter un bégaiement. Et après, ça n'est que des ingrédients qui se retrouvent chez la plupart des enfants qui bégayent. Et après, la question, c'est qu'est-ce qui fait que ça va durer dans le temps? C'est-à-dire, généralement, ça passe tout seul, d'ailleurs, au bout de entre 6 mois et 2 ans. Ça peut mettre pas mal de temps à partir. Mais on essaye encore de chercher qu'est-ce qui fait que le bégaiement va perdurer. Et pour certains enfants, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui fait que ça perdure. Mais en tout cas, on sait que commencer un suivi orthophonique, faire une thérapie où on prend en compte l'enfant et sa famille, améliore les chances que ce bégaiement puisse s'atténuer, ou en tout cas que son impact soit le plus limité possible. J'insiste bien, le but de tout suivi et tout accompagnement d'un enfant et de sa famille, c'est surtout d'en faire un super communicant, bégaiement ou pas. C'est un enfant qui doit pouvoir dire tout ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut, même si le bégaiement perdure. Mouna Biazri, le plus dur à gérer, c'est quoi au début? C'est son propre bégaiement ou c'est le regard des autres, voire les moqueries? Ça dépend des personnes. Et les deux sont liés, on peut pas les isoler. Et pour vous? Si vous voulez un détail, en fait, ça va de la personne, et ce qui peut clarifier la chose, c'est cette notion d'iceberg. C'est-à-dire qu'on peut avoir une partie qui est visible et une partie qui est invisible. La partie visible, ça va être les blocages, les répétitions, les allongements de syllabes qui sont jamais agréables à vivre. Ensuite, il y a tout l'aspect invisible qu'on ne va pas voir, et j'aimerais aussi un peu rebondir sur ce qu'a dit Christine. On connaît surtout le bégaiement visible, mais il y a aussi un bégaiement qu'on va appeler le bégaiement masqué, qu'on ne voit pas, mais qui va impliquer que les personnes qui bégayent vont mettre en place de nombreux mécanismes pour que leur bégaiement ne soit pas visible. Et même quand on a un bégaiement visible, on peut avoir de la honte, on peut aussi avoir des situations d'évitement, on peut avoir d'anxiété due à des situations de parole. Et c'est tout. Donc on ne peut pas tout isoler. Je dirais que le grand souci, c'est qu'on considère qu'une parole doit être une parole parfaite. Pour une personne qui bégaye, elle ne sera jamais parfaite. Pardon de vous couper, Mouna, mais quand vous parlez de bégaiement masqué, vous faites notamment allusion à quand vous trouvez des synonymes peut-être plus faciles à prononcer, c'est ça? Ou c'est autre chose? Non. C'est vraiment un bégaiement masqué, c'est une personne pour qui vous n'allez pas entendre de bégaiement ou très peu, mais qui va être vraiment une personne qui bégaye. Mais elle va mettre en place tellement de mécanismes que c'est quelque chose qui est intériorisé et qui n'est plus visible. Christine, vous menez des actions auprès des parents, je crois. Quelles sont-elles?
Alors, il y a un gros travail d'accompagnement des parents parce que ils vivent dans une société qui est, comme l'a dit Mouna, encore très centrée sur le fait que s'exprimer, c'est avoir une parole sans répétition de syllabes, sans blocage, comme un petit peu ce qu'on entend à la télé ou dans les médias. Et c'est vrai que le travail de Mouna, il est important aussi pour montrer des paroles qui sont peut-être inhabituelles, mais qui portent un message tout aussi fort, voire même plus fort. J'ai un jeune patient qui m'a dit hier, quand je lui disais que j'allais intervenir aujourd'hui, il me dit le plus important, c'est de dire que, en fait, le bégaiement, ce que ça fait, c'est que ça oblige les personnes en face à écouter jusqu'au bout. Et ça maintient leur attention. Donc, bon, tout ça pour dire que c'est vraiment un accompagnement des parents. Moi, je ne me permettrai jamais en tant qu'orthophoniste de dire aux gens, il faut que vous acceptiez. C'est eux qui finissent peut-être par le dire, et moi j'ai quand même besoin de leur énergie de j'accepte pas, parce que commencer par ne pas accepter, c'est être prêt à changer, c'est vouloir agir pour. Et les parents, ils veulent aider leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Et nous, on est vraiment là, c'est très important de les accompagner en tant que parents, parce que c'est très stressant pour un parent de voir son enfant qui ne peut pas s'exprimer. Et on ne sait pas toujours quoi faire, et on se dit que dans la société, on va être sujet à des moqueries. Et moi, mon travail, c'est vraiment d'accompagner tout le monde, l'enfant, ses parents, éventuellement les grands-parents ou la famille qui intervient souvent auprès de l'enfant, et puis les enseignants et toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant, à la fois pour les informer et qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, à leur place d'interlocuteur. Mouna, comment ça se passe dans la tête quand on est tout jeune, qu'on bégaye, qu'on passe une journée entière à ne pas vouloir ouvrir la bouche? Alors ça, c'est un peu du cliché. C'est du cliché? C'est un peu du cliché, et c'est très bien que vous le dites, parce qu'il faut qu'on déconstruise ces clichés. C'est ce genre de clichés qui font que les personnes qui bégayent peuvent mal vivre au quotidien. La plupart des personnes qui bégayent ne vont pas être dans un mutisme que vous venez de décrire, mais vont plutôt avoir, comme je vous l'expliquais il y a 5 minutes, l'appréhension de bégayer due à l'iceberg. En fait, ce qui peut être compliqué, c'est vraiment cette prise de parole qui peut faire peur. Mais même si on veut même si on veut pratiquer le mutisme, c'est pas possible, parce que on est dans une société où la communication orale est partout. Et donc, à part s'isoler et ne rien faire, ce n'est pas possible. Mais là où votre remarque est intéressante, ça prouve que, en fait, quand on bégaye et qu'on doit prendre la parole constamment, il peut y avoir cette tension, ce stress qui est constant, et qui peut impacter le bégaiement de manière négative, et donc le renforcer. Et parce que dès qu'on va prendre la parole, on va sentir que les personnes voient qu'il y a quelque chose qui nous juge, etc. Et c'est ça qui peut être compliqué. Christine, quels sont les facteurs, effectivement, Mouna y faisait allusion, qui peuvent aggraver le bégaiement, pas dans le temps, mais de manière ponctuelle? C'est la fatigue, notamment, le stress? Ça, c'est intéressant. Et je vous remercie de le partager. En fait, le problème avec le bégaiement, c'est que c'est une différence qui est trop peu connue. Et en fait, la fatigue et le stress peuvent être des facteurs qui vont amplifier le bégaiement, mais ce ne sont pas des facteurs principaux. Le facteur principal, comme l'a dit Christine, je crois, c'est qu'il y a toujours une prédisposition neurologique. Et ensuite, cette prédisposition neurologique, qui du coup implique une mécanique de la parole, peut être influencée par des facteurs environnementaux sociaux. Donc ça peut être l'environnement familial, l'environnement scolaire, l'environnement professionnel, et donc selon le fait que le vécu soit plus ou moins négatif, le bégaiement va être plus ou moins bien vécu,
et son intensité peut être impactée par ça. Peut être impactée. Il n'y a pas de facteur linéaire de si ça se passe bien, ça va être divisé par 2, si ça se passe mal, ça va être multiplié par 3. Mais aussi, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il peut y avoir un cercle vertueux ou un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on est dans un environnement négatif, et ce qui peut être encore plus le cas pour le bégaiement des enfants avec cette notion de harcèlement. C'est-à-dire que plus le vécu est négatif, plus je peux mal vivre mon bégaiement. Donc plus je peux avoir peur de bégayer, plus je peux bégayer. Et donc ça peut s'intensifier. Et il faut vraiment faire attention à ça. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix. Et Alix, tu nous parles cette fois-ci du jeune Mathis. Il utilise TikTok comme moyen de sensibilisation au bégaiement. Oui, et sur les réseaux sociaux, et on le sait, souvent critiqué pour ses effets néfastes sur la jeunesse, mais certains en font un usage constructif et s'en servent pour éduquer sur des problématiques telles que le harcèlement, le bégaiement, souvent mal compris et peu évoqué, peut entraîner des moqueries, voire du harcèlement, d'où la nécessité de sensibiliser sur le sujet. À travers ces vidéos, Mathis aborde de façon décomplexée son vécu avec le bégaiement et cherche à offrir des solutions et du soutien à ceux qui pourraient se reconnaître dans son expérience. Soyez juste bienveillants et ne rigolez pas quand quelqu'un bute sur un mot, ça peut arriver à tout le monde. Même une personne non bègue d'ailleurs peut buter sur un mot. C'est des choses bêtes, mais c'est des choses quand même importantes à rappeler parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent beaucoup moins bien leur bégaiement que moi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aligner 2-3 mots par exemple sans bégayer et ça vraiment c'est horrible. Dans les moments de stress ou quand j'étais pas trop bien, ça m'arrivait vraiment de ne pas pouvoir enchaîner 3 mots sans bégayer. Pour l'avoir vécu vraiment c'est horrible et quand tu vois le regard des gens qui attendent que tu finisses ta phrase en fait et que t'arrives pas à sortir ces mots, c'est vraiment très très compliqué. Donc je le rappelle s'il vous plaît, la bienveillance, ce n'est pas grave, mettez les gens en confiance. Un bègue en confiance va pouvoir plus se poser, reprendre sa phrase calmement et la terminer plus vite. Si vous mettez la pression, si vous foutez un peu de lui, forcément, il va commencer à stresser encore plus et ça ne va pas arranger le bégaiement. Je pense que la période la plus délicate, c'est la période collège. C'est la période où dès que tu sors un peu du rang, où tu es un peu différent, les gens peuvent utiliser ça contre toi. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, en classe, en cours, d'avoir la réponse et de ne pas oser lever la main par peur de bégayer en fait sur le mot. C'est pas une pression que je sentais de par les élèves dans ma classe, c'est juste une pression que je me mettais à moi-même, dans le sens où j'avais juste pas envie de montrer que je bégayais ou que des personnes puissent rigoler en fait quand je commence à parler. Et ça m'est déjà arrivé effectivement de ne pas lever la main alors que j'avais la réponse. Et dans une autre partie de la vidéo, Mathis explique que si l'expérience n'a pas été traumatisante pour lui du fait d'un bégaiement plutôt léger, elle peut être très difficile pour d'autres. Certains pour qui le simple fait de s'adresser à une personne inconnue peut devenir une véritable épreuve, d'où l'importance de faire preuve de bienveillance. Mouna, qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux pour sensibiliser au bégaiement ? Je pense que ça peut être des canaux très très puissants. Il y a notamment des orthophonistes comme Sarah Hervé qui le font très bien et qui, je crois qu'elle est suivie par près de 10 000 personnes et ça permet vraiment de sensibiliser massivement le grand public et c'est important. Christine Tournier, en termes d'outils puissants, vous avez avec APB, alors je précise qu'APB c'est bien Association Parole Bégaiement et que ce n'est pas l'ancien Parcoursup, je précise comme ça, pour le petit trait d'humour. Vous avez vous un podcast, c'est ça ? Je lis les différents thèmes, notamment, j'ai pris Oussam Eddine, le grand oral du bac et les amours, Faucine et Gaspard, l'école, les parents et les groupes en orthophonie, David chez l'orthophoniste à 40 ans, sortir de la honte. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des jeunes, mais il y a aussi des adultes parfois aussi toujours isolés. Alors, c'est pareil, c'est un cliché, mais on est là pour défaire un petit peu les clichés. Ce qu'on voulait faire avec ce podcast, c'était vraiment donner complètement la parole aux personnes qui vivent avec un bégaiement et à leur entourage. Et c'est vraiment des épisodes qui font entre 20 et 30 minutes qu'on a enregistrés avec Malik Ndiaye, qui est mon collègue et qui participe aussi au concours d'éloquence du bégaiement. Et c'était vraiment très riche de voir toutes les expériences de vie qui sont chacune différentes et qui montrent aussi la diversité et la richesse des expériences, qui montrent surtout que les personnes qui bégayent, qui sont interrogées là, mais moi j'en ai rencontré beaucoup, ont énormément
de choses à dire et ne sont pas toujours gênés comme on l'imagine par leur bégaiement. Ce que me disait le jeune homme que j'ai vu hier aussi, c'est que c'est vraiment très important de ne pas avoir en tête qu'une personne qui bégaye est stressée. Ça n'a rien à voir. Ou qu'une personne qui bégaye est forcément harcelée. Et si vous écoutez les épisodes du podcast, vous pourrez voir comment les personnes qu'on a interrogées se débrouillent avec ça. Et leur parcours, donc je vous invite à les écouter. Ouais. Quelle est l'importance de la formation des professeurs, des enseignants, des enseignantes, et comment ils peuvent accompagner au mieux, Christine, justement, les élèves qui bégayent? Alors déjà, moi, la première chose que j'aurais envie de dire aux enseignants, c'est d'aborder les choses très simplement et très franchement avec l'enfant qui est le premier concerné. C'est dire, par exemple pour la lecture à voix haute, comment tu veux faire. J'entends que des fois, quand tu parles, les mots se bloquent. Est-ce que tu veux qu'on change des choses ou pas ? Le plus important aussi, c'est d'être informé. Donc, l'association Parole Bégaiement a produit des dépliants qui sont vraiment de très grande qualité, très simples, faciles à lire, qui expliquent un petit peu rapidement ce qu'on peut faire quand on a un élève qui bégaye dans sa classe. Et puis, après, il y a des aménagements officiels, entre guillemets, pour notamment les examens oraux, sous forme de tiers-temps ou d'information des examinateurs. Ou, par exemple, avec Oussama Eddine, qu'on a interrogé pour le podcast, lui, c'était pas tant avoir plus de temps qu'avoir une disposition de la salle qui lui permettait d'être plus à l'aise. Mais chaque situation est individuelle et particulière. Et donc, j'encouragerais, moi, les enseignants à vraiment discuter avec l'élève et sa famille de ce qui lui convient le mieux. Christine, vous évoquiez tout à l'heure le bredouillement qu'on observe au collège. De quoi s'agit-il ? Donc, le bredouillement, c'est cousin du bégaiement. C'est avant tout une parole trop rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'adolescence, naturellement, la vitesse de parole augmente avec un pic de vitesse vers 15-16 ans. Donc, tous les adolescents parlent naturellement plus vite. Quand il y a une tendance du système de parole à fabriquer du bégaiement, déjà, ça augmente le bégaiement. Et puis aussi, ça fait que quand on parle très vite ou trop vite pour le système, il y a d'autres éléments qui se dégradent, notamment le fait d'être compréhensible. Donc ça fait peut-être des difficultés à articuler correctement du fait de cette vitesse. Et du coup, la personne est moins facilement compréhensible et peut mettre en place, comme ça se passe dans le bégaiement, des stratégies d'évitement, ou ne pas parler en classe, ou s'agacer, qu'on lui demande de répéter, parce que c'est pas simple de s'apercevoir que notre parole va trop vite quand on est en train de la gérer. Donc ça, c'est un élément important à savoir, c'est que il peut y avoir du bredouillement qui rend la personne difficilement compréhensible et qui empêche d'avoir une communication de qualité. Et donc on peut aussi faire un travail par rapport à ça. Mouna Bizri, j'ai vu qu'au sein de Éloquence de la différence, vous avez créé un MOOC. Ce MOOC, il s'adresse à qui ? On l'a appelé Éloquence pour tous, donc, et au début on l'a créé en partenariat avec l'APB, et il s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent prendre la parole, et en 2 ans on a eu à peu près 50 000 personnes qui ont souscrit à ce MOOC. Le prochain concours de Éloquence de la différence, c'est pour quand et ce sera sur quelle scène ? Alors, on commence le 9 mars pour notre programme multi-handicap. Et donc la finale sera au Grand Rex le 12 juin. Et en parallèle, on a nos programmes, notre programme à Montpellier qui est lancé, dont la finale est dans 1 mois. Et on lance Lyon et Bordeaux dans les prochaines semaines. Le 12 juin, la date est notée. On a pris rendez-vous sur la scène du Grand Rex. Merci à tous les deux de nous avoir éclairé effectivement sur le bégaiement. Christine Tournier, qui est orthophoniste, formatrice et membre de l'association Parole Bégaiement, donc APB, et Mouna Bizri, qui est donc présidente de ce très beau concours Éloquence de la différence. Un grand merci à toi. Salut. On se retrouve demain. Merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée à notre compagnie.